Retour sur le plateau de la semaine de l'Écho. Je suis toujours en compagnie d'Éric Heyer, directeur de l'OFCE, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman et auteur de Pour quelques étoiles de plus aux éditions Ligne de repère, le livre qui vient de sortir. Philippe Manière, président de Footprint, consultant éditorialiste à Challenge et sur France Culture. À Paris cette semaine, le MEDEF a organisé sa première matinale dédiée à l'élection présidentielle. Jacques Cheminade, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon se sont ainsi succédés à la tribune pour présenter leurs principales mesures en matière d'éducation, de formation, de travail et d'économie. Alors qui a été le plus convaincant? À vous de juger. Le candidat préféré des patrons, c'est lui. François Fillon prône une baisse des charges massives. Il l'assure, son discours est celui de la vérité. Je vais aller droit au but. Moi, j'ai un objectif, ramener la France au plein emploi. Oui, je dis qu'il faut que l'âge de la retraite soit porté à 65 ans. Oui, je dis qu'il va falloir se retrousser un peu les manches si on veut redresser le pays. Un programme économique approuvé par le patron des patrons en 3 mots. Pragmatisme, cohérence, confiance. Emmanuel Macron, lui, séduit de nombreux chefs d'entreprise, mais il lui demande de clarifier ses propositions. La première mesure, ce sera la réforme du droit du travail. Et donc concrètement, c'est la généralisation des accords de maintien. Non mais la réforme du droit du travail, mais ça va vous prendre un temps infini. C'est vider un étang avec une petite cuillère. Certains entrepreneurs sont conquis, mais des interrogations demeurent. Franchement, mon cœur balance entre lui et Fillon. La difficulté, ça sera derrière de savoir avec quel type de majorité il pourra appliquer toutes ces bonnes idées. Accueil moins cordial pour Marine Le Pen. Son point phare, la sortie de l'euro, ne convainc pas. Que les choses soient claires, si je veux une monnaie nationale, ça n'est pas pour me replier, ça n'est pas pour monter des frontières, c'est au contraire pour partir à la conquête du monde. Malgré ses efforts de persuasion, la candidate du FN n'a pas l'oreille du public. Moi, je suis tout à fait opposé à la sortie de l'euro, donc c'est clair et net, parce que mon entreprise et mon secteur dans le textile, on a eu la mondialisation, on en a souffert, on a rebondi par l'exportation et par l'innovation, donc on a besoin de ces deux leviers pour continuer notre rebond. Invités, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas pu se rendre disponibles. Les autres candidats seront entendus la semaine prochaine. Philippe, c'est important cette opération séduction chez les patrons? Manifestement, il y avait un biais pour François Fillon. C'est des figures imposées. Bon, de toute façon, écoutez, c'est amusant parce que j'en parlais hier justement avec deux patrons qui disaient ce qui est intéressant, c'est que sauf accident dans leur vision, hein, je veux dire, on aura soit Macron, c'est le plus probable aujourd'hui, soit Fillon. Et il se trouve que ce sont les deux candidats les plus business friendly, comme on dit aujourd'hui en France. C'est les deux candidats les moins inquiétants pour les milieux économiques, les deux candidats qui ont les programmes les plus compatibles avec une vision de chef d'entreprise. Donc voilà, alors les autres, on les écoute un peu pour la forme. Il y a des idées qu'on peut trouver intéressantes par ailleurs comme citoyen, du point de vue du chef d'entreprise, et il s'agit de chef d'entreprise au MEDEF. Il est évident que les deux candidats qui, on peut penser qu'il y a 9 chances sur 10 pour que l'un des deux soit président de la République dans cette semaine. Vous engagez, les deux, non franchement, enfin pas vraiment, je reproduis grosso modo ce qu'on lit partout. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que Marine Le Pen gagne, mais la probabilité qu'elle gagne est faible. Et donc, de très loin, la probabilité qui domine, c'est celle d'une présidence Macron. Et Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon. Non, ils sont très en dessous. Donc, on peut tout imaginer. Mais aujourd'hui, on sait que le plus probable de loin, c'est que l'un de ces deux candidats sera président. Or, ce sont les deux candidats qui sont les plus rassurants pour les milieux économiques. Ce qui les séduit, qu'est-ce que c'est? La baisse des charges, justement? Ce qui les séduit, alors bon, finalement, c'est pas tout à fait le même programme. Entre Fillon et Macron, il y a une différence au niveau des économies. 100 milliards pour François Fillon, 60 milliards pour alors bon, Emmanuel après, c'est compliqué, il Macron. faudrait rentrer dans les détails. Je parle sous le contrôle d'Éric, mais en France, il y a cette chose très bizarre, d'ailleurs, qui existe au niveau européen, c'est que quand on diminue la dépense, en fait, elle continue à augmenter. C'est un peu paradoxal, puisqu'on parle d'une coupe de dépenses par rapport au tendanciel. Allez savoir ce que ça veut dire, c'est que la dépense, elle dérive toute seule, mais le problème, c'est que si les types vous disent on va faire des coupes dans les dépenses considérables, mais qui coupent moins que l'augmentation tendancielle, ça veut dire que la dépense va augmenter, quoi. Tout ça. Et tous font de la baisse de dépenses qui permet que la dépense augmente. Donc c'est un peu singulier. Ce qui est clair, c'est que Fillon coupe plus malgré tout que Fillon, et ce qui est vrai, c'est que Macron, et que Fillon a des réformes qui sont un peu, franchement, c'est assez cousin, mais Fillon veut faire vite des choses assez radicales et qui ont des symboliques fortes. L'ISF complètement aboli, les 35 heures immédiatement nettoyées, l'âge de la retraite remonté. Le pari de Fillon peut être pour ou contre, mais un chef d'entreprise comprend vraiment bien ça, c'est on remet tout à plat assez vite, puis après on espère que ça va remonter. Mais Marine Le Pen, pourtant, elle dit qu'elle met en avant les TPE, PME.
Oui, bon, elles étaient peu présentes au MEDEF, celles-ci. Il y a des TPE-PME au MEDEF. Simplement, les TPE-PME, elles comprennent qu'il y a des mesures qui leur sont favorables. Elles savent aussi que ce n'est pas forcément l'intérêt du pays de taper sur les grands groupes. Puis elles savent aussi que dans le programme de Marine Le Pen, il y a par exemple la sortie de l'euro qui pose un certain nombre de problèmes à un certain nombre d'entreprises, pour dire le moins. Hein. Jean-Dominique Giuliani, justement, on a parlé peu d'Europe, finalement, dans cette campagne. Ça vient. Et justement, alors vous avez tout un programme, vous, pour ces candidats. Alors Marine Le Pen, évidemment, c'est elle qu'on a entendu parler d'Europe, mais pas pour en dire du bien, puisqu'elle voudrait en sortir. Et elle parle d'ailleurs d'un protectionnisme intelligent, c'est-à-dire des droits de douane, dit-elle. Des droits de douane, mais pas partout, ni sur tous les produits. Ça me paraît bien flou, pour le coup. Et puis surtout, je crois qu'elle c'est un peu archaïque, son truc, parce que, en fait, tout le monde a compris que l'Europe était un tournant, et qu'il allait falloir progresser pour pérenniser l'euro, qu'on arrête de douter en permanence sur les marchés, qu'il va falloir faire des choses en matière de sécurité, de défense, d'immigration, de convergence fiscale, etc. Tout le monde a compris, c'est ce que j'essaie de décliner, et que donc le prochain président, quel qu'il soit, le lendemain ou presque dans la semaine, il est au G7, puis après au G20, puis après il a 2 conseils européens, le sommet de l'OTAN. Donc déjà, il est dans le bain. Il y a un programme très, très chargé. Voilà. Et là, on ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas dire c'est ou tout blanc ou tout noir. Donc en réalité, les problèmes de l'Europe, c'est de prendre à bras-le-corps les problèmes de la France, de rendre la France un peu plus crédible que ce qu'elle est aujourd'hui vis-à-vis de ses partenaires, et de là de mettre sur la table des propositions très concrètes à 1, 2, 3, on pense à la France et l'Allemagne, peut-être un peu plus, pour montrer l'exemple. Et ma thèse, c'est on va plus intégrer comme avant, pour le moment, on va intégrer par l'exemple. Si, par exemple, on relance une convergence fiscale alors qu'on a une divergence, en fait, de facto qui s'organise, à ce moment-là, le climat des affaires, déjà, est changé et la crédibilité de l'euro devient quelque chose de réel. Jacques Cheminade parle, lui, d'une Europe à 6. Il faut sortir de l'Europe, mais rester à 6. Éric Heyer. Sur quoi? Parce qu'il y a eu plusieurs choses de dites quand même. Sur l'Europe, moi je pense que ça peut faire peut-être une petite boucle avec le Brexit. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on réinvente l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe ne fonctionne pas chez les citoyens. C'est-à-dire que si on devait faire... Ça fait 20 ans qu'on le dit. Mais d'accord. Mais si on devait, là, aujourd'hui, faire un référendum en France, j'ai un peu peur que, finalement, il y ait pourquoi pas un nom qui l'emporte. C'est pas sûr, mais vous voyez que c'est pas sûr. Et alors, donc, je pense qu'un des enjeux en Europe, c'est de réinventer une Europe qui sorte uniquement des histoires de déficit, de dette publique et même d'harmonisation fiscale. L'Europe par l'exemple, comme dit Jean-Dominique. Il faut aussi dire en quoi ça... d'abord, il faut refaire la publicité de l'Europe et puis après avoir un projet européen qui soit au-delà de zéro déficit et une dette publique Est-ce qu'on fait une Europe à plusieurs vitesses? Mais non, mais on peut effectivement... Là, on voit par exemple que les Polonais sont sortis de l'Eurocorps. Manifestement, les Polonais ne veulent pas la même Europe que la France, encore moins que peut-être... Dans la zone euro, on peut dire qu'effectivement, dans les 4 grands pays, Italie, Espagne, France et Allemagne, pourraient avoir une vision... il y avait la stratégie de Lisbonne à l'époque. La stratégie de Lisbonne, ça devait faire, normalement, en 2010, une économie de la connaissance où on devait augmenter... C'était des pétitions de principe, c'était admirable, mais enfin, il ne s'est rien passé du tout. À la il ne s'est rien passé, raté, justement. Mais oui, mais c'est raté, mais ça veut dire... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus personne ne veut de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe est vue uniquement comme des contraintes et il faut... Ou des échecs. Ou des échecs. Et on nous dit, l'austérité, c'est pas notre faute, c'est l'Europe qui nous l'impose. Donc c'est ça qui va pas. C'est qu'il faut nous expliquer que l'Europe, ça peut être aussi des grands projets d'investissement, de transition écologique. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on remet l'Europe au cœur du... Benoît Hamon dit ça. Benoît Hamon le fait un petit peu, sauf que Benoît Hamon dit, mais oui, mais les règles budgétaires, je les accepte pas. Donc, qui est amoureux de l'Europe et qui commence immédiatement par violer les règles du jeu. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que il faut commencer par respecter les engagements, mais essayer de changer tout de même dans ce point de vue-là l'Europe, parce qu'effectivement une Europe comme cela, effectivement ça mène à un rejet, et c'est quand même les citoyens qui doivent faire l'Europe. C'est pas uniquement certains technocrates de Bruxelles. Moi, ce que je trouve très inquiétant dans l'affaire européenne et qui justifie, c'est pour ça que je ne suis pas insensible au test de Védrine, si on fait une pause et on réfléchit vraiment à ce qu'on veut faire et pas faire, ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'on a connu, pour ceux d'entre nous qui ont plus de 30 ans, une période où les jeunes étaient très pro-européens, etc. Et les vieux étaient réticents parce qu'ils étaient connus pour faire simple occupant allemand. Mais les jeunes ont plutôt voté contre le Brexit. Aujourd'hui, sur le continent,
les jeunes sont plutôt moins européens que les autres. Donc c'est-à-dire qu'en tendance, si on ne fait rien, le délitement de l'Europe est inscrit dans la démographie en quelque sorte. Donc, et c'est très intéressant parce qu'en fait il y a plein de programmes européens, plein d'acquis européens. Oui, mais le problème c'est qu'Erasmus, oui, ça marche, mais pour qui? Pour vos enfants et les miens. Ça vole au secours de la victoire, comme beaucoup de choses dans l'Union européenne. Les braves gens qui gagnent un demi-SMIC depuis 3 générations, ils n'ont pas vu du tout ce que c'était qu'Erasmus, ils ne sont pas prêts de le voir. Quand vous leur dites c'est génial, je vais en Espagne et en Italie, j'ai plus besoin de changer de monnaie, ils ne sont jamais allés en Espagne ou en Italie, ça les intéresse pas. Donc vous avez tout un tas de choses formidables qui ont été faites par l'Europe, et puis il y a cet acquis formidable qui est la paix, mais qu'on ne peut pas monétiser, qu'on peut pas. Vous savez qu'une fois qu'on est dedans, on ne voit pas le bénéfice. Donc vous avez un problème énorme de compréhension des bienfaits de l'Europe par des gens qui soit ne les perçoivent pas parce que c'est pas la manière dont ils vivent, malheureusement, soit ne voient plus en quoi c'est un bienfait immense, par exemple la paix. Donc la paix, alors justement, on n'en parle plus de la paix, alors que finalement c'est tout de même combien 60 ans de paix, l'Europe. C'est ça, mais l'analyse, moi j'adore quand les Français parlent de l'Europe parce qu'ils parlent de la France en fait, n'est-ce pas? Parce que l'Europe c'est nous. C'est nous qui la faisons. Et c'est parce qu'on ne fait plus rien en Europe. Avec les Allemands. Notamment la France. Notamment la France. Les Allemands, ils jouent en fond de cours. Tout va bien pour eux. Il n'y a pas de raison de changer. C'est la France qu'on attend. C'est pour ça que j'ai fait ce petit bouquin. C'est à nous de faire des propositions. Il y a des propositions qui nous conviennent. On les discute avec les partenaires. On n'obtient pas satisfaction, mais on ne fait plus rien. Jacques Chirac ou bien François Hollande sont des présidents qui n'ont rien fait sur le plan européen. On doit être à la manœuvre. Dans l'absolu. Pourquoi on doit être Donc c'est un enjeu réel pour la prochaine présidence. On doit être à la manœuvre pour on n'en parle pas pendant la campagne. Quand on interroge les Français, on vient de le faire là, avec un grand sondage dans le Figaro. Les acquis de l'Europe, les gens ne veulent pas en sortir. On le voit bien avec l'euro, 72%. Mais l'inquiétude, c'est où allons-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'objectif? L'objectif, moi je réponds bêtement, c'est de rester la deuxième ou la première puissance du monde à la fin du siècle. Bon, ça suffit pas à faire rêver tout le monde, mais enfin ça peut se décliner. Il faut plusieurs vitesses dans cette Europe, Jean-Dominique Giuliani, parce qu'on a vu que dans les faits, c'est quand même compliqué à 28, maintenant 27. C'est pas à Bruxelles ou à Strasbourg que les choses se décident, c'est à Paris, à Berlin, à Rome ou à Madrid. C'est là que les choses se décident. Donc si on a un président français, quel qu'il soit, qui dit, voilà, j'ai 3 propositions, on les discute, etc., vous allez voir, le train va se remettre en marche. Alors que là, il est à l'arrêt dans la gare, on attend qu'il fasse beau, etc. On ne sait pas où on va. Faut être plus volontariste. Donc par exemple, pour l'euro, je dis, la convergence fiscale, c'est bien plus efficace pour stabiliser la zone euro. Si on a la moitié du PIB de la zone euro avec le même impôt dans les 10 ans, c'est bien plus efficace qu'un parlement de la zone euro, la réforme, la gouvernance, du machin. Personne n'y comprend rien. En revanche, faites. Commencez. Demain, au mois de juillet, il y a un plan français déposé sur la table. Ouais, on n'a plus le temps. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. On ne peut pas parler de Donald Trump. Malheureusement, on n'a plus le temps. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.